Je n'aurais jamais cru qu'un simple livre puisse bouleverser ma vie. Et pourtant, me voilà, planté dans un coin discret de la maison des associations de Montpellier, à observer une femme blonde examiner avec attention le même recueil de poésie ancienne que je convoitais depuis le début de la soirée. La vente caritative touchait à sa fin. Honnêtement, si j'étais venue, c'était uniquement parce que ma rédactrice en chef avait su me culpabiliser sur l'importance de soutenir les causes locales. 46 ans, et toujours incapable de lui dire NON. Et la salle bourdonnait d'une gaieté un peu forcée, typique des événements bien intentionnés, mais je n'avais qu'un objectif: repartir avec ce livre et retrouver le calme de ma maison. Le commissaire-priseur leva le volume relié de cuir point. Prochain lot, mesdames et messieurs. Une magnifique anthologie poétique des années 60, issue du fonds Margaret Duhamel. Mon cœur fit un bond. Ce recueil, je le cherchais depuis des années. On commence à 20 €. Je levai aussitôt la main. 25 proposa-t-il en balayant la pièce du regard. Et la femme blonde à l'avant leva sa palette avec une assurance tranquille. Elle avait cette manière de se tenir, droite et posée, comme si chaque lieu lui appartenait naturellement. La lumière crue de la salle mettait en valeur les reflets dorés de sa chevelure. Quand elle tourna légèrement la tête, j'aperçus ses yeux bruns, doux et francs. 30 Je surenchéris. Et elle répliqua sans même hésiter. 35 Elle leva à nouveau sa palette, d'un geste souple, presque élégant. Pas sa première vente, visiblement. Le duel dura plus de 10 minutes. 40, 50, puis 65 €. Petit à petit, la salle cessa de bavarder et se tourna vers nous, comme devant un match de tennis improvisé. 75, une fois. J'hésitais. 75 € pour un livre qu'on trouvait sûrement à moitié prix sur Internet. Mais ce n'était plus vraiment une question de livre. Cette femme me lançait un défi, et je ne m'étais pas senti défié depuis des années. 80, lancé jeu à voix haute. Elle se retourna alors, croisa mon regard pour la première fois. Il y avait dans ses yeux une lueur malicieuse, complice, comme si cette joute l'amusait autant qu'elle me déstabilisait. 85, dit-elle doucement, sans me lâcher du regard. Le commissaire-priseur nous observait, un sourcil levé. J'ai 85. Est-ce que j'entends 90 ? J'ouvris la bouche, puis la refermai. C'était insensé. J'étais une poétesse introvertie, pas une acheteuse enragée. Une fois, 2 fois, la femme blonde se leva brusquement. Excusez-moi, lança-t-elle au commissaire. On peut avoir un petit moment ? Avant que je comprenne ce qui se passait, elle traversait la salle avec assurance, entre les chaises pliantes, en direction du fond où je me tenais. Bonjour, dit-elle en arrivant. Je m'appelle Gwendaline Briand. Visiblement, ce livre nous tient à cœur toutes les deux. Maria Thomasson, répondis-je mécaniquement. De près, elle était encore plus saisissante. Son sourire avait quelque chose de sincère qui me désarma immédiatement. Je vais être franche avec vous, Maria. J'ai vraiment besoin de ce livre pour un projet auquel je tiens. Mais 85 €, c'est déjà au-dessus de ce que je peux me permettre. Quel genre de projet ? J'entraîne des lévriers retraités de course. Et je prépare une petite bibliothèque dans notre centre d'adoption. La poésie semble les apaiser. J'y restais muette. La poésie, pour calmer des chiens ? Vous seriez surprise. Je leur lis parfois quand ils sont anxieux. Le rythme les tranquillise. Le commissaire-priseur tapotait son micro, visiblement pressé d'en finir. Dites, et si on le partageait ? 42,50 chacune, et on garde le livre à tour de rôle ? C'était absurde. Je ne partageais jamais rien. Je ne parlais même presque à personne. Et voilà que je me retrouvais à envisager une garde alternée d'un recueil de poèmes avec une inconnue. D'accord, entendis-je ma voix dire. Salut et bienvenue sur la chaîne Plume d'Amour. Si cette histoire te plaît, clique sur j'aime et abonne-toi pour ne pas rater les prochains récits. Active la cloche pour rester informé. T'es maintenant. Dis-moi en commentaire de quelle ville tu nous regardes. Je suis curieux de savoir. Et je laisserai un petit cœur sous ton message. Une heure plus tard, nous étions assises face à face dans un petit bistrot d'angle, un café tiède à la main. Et le recueil entre nous comme un traité de paix. Alors, vous lisez de la poésie à des lévriers, dis-je en remuant ma cuillère. Entre autres. Et vous, Maria ? Que faites-vous ? La question que je redoutais toujours. J'écris. Quel genre ? Surtout de la poésie. Elle se pencha légèrement, curieuse. Il y a des choses que j'aurais pu lire ? Je haussai les épaules.
Je ne suis pas très grand public, mais en la regardant tourner les pages avec autant de délicatesse, je commençais à me dire qu'elle pourrait bien me surprendre. Le lendemain matin, j'étais assise à ma table de cuisine, fixant la carte de visite de Gwendaline. Centre de sauvetage, éducation D. Lévrier, G. Brillant et l'adresse indiquait un lieu en périphérie de Montpellier. J'aurais dû oublier. Laisser le livre de son côté du contrat tacite et retourner à mon existence tranquille. Mais cette idée de poésie apaisant des chiens m'avait hanté toute la nuit. Avant de perdre courage, je composais son numéro. Gwendaline, à l'appareil. C'est Maria. Du livre, hier soir. Maria. Je suis ravie que vous appeliez. Alors, cette garde partagée se passe bien? Très bien. En fait, vous avez parlé d'un projet, la bibliothèque pour les chiens. Oui, rien d'extraordinaire. J'essaie juste de rendre l'endroit plus serein pour leur attente. La plupart viennent de situations difficiles. Sa voix changea légèrement en évoquant les chiens. Une tendresse palpable, presque douloureuse. Est-ce que je pourrais le voir? Le centre, je veux dire. Silence. Puis, vraiment? Si ça ne vous dérange pas, aucun souci. Cet après-midi, disons 14 heures, sur la route, j'ai failli faire demi-tour 3 fois. L'adresse menait à une ancienne grange rénovée, posée sur une vingtaine d'hectares de terrain sec, entourée d'enclos grillagés et d'aboiements impatients. Rien à voir avec mon univers habituel. Gwendaline m'attendait au portail, en jean délavé et chemise de travail bleu, qui faisait ressortir la couleur de ses yeux. Ses cheveux étaient tirés en queue de cheval, et elle semblait tellement à sa place ici que j'en ressentis presque de la jalousie. Bienvenue dans mon monde, dit-elle en déverrouillant le portail. Je te préviens, ça peut être un peu bruyant. Elle n'exagérait pas. La grange abritait une trentaine de chiens, chacun installé dans un box propre et spacieux. Mais ce n'étaient pas les créatures brisées et apeurées que j'avais imaginées. La plupart étaient vifs, curieux, leur queue battant joyeusement au passage de Gwendaline. C'est ici que je passe la majorité de mon temps, expliqua-t-elle en me guidant dans l'allée centrale. Les lévriers de course à la retraite ont besoin d'attention particulière. Ils n'ont jamais connu la vie en maison, n'ont jamais été des animaux de compagnie. Tout est nouveau pour eux. Nous nous arrêtâmes devant un enclos occupé par un chien noir aux pattes blanches. Il s'approcha du grillage, la queue battant avec prudence. Voici Shadow. Il vient de prendre sa retraite le mois dernier. Il découvre encore à quoi sert l'herbe, à part pour courir. Elle ouvrit doucement le portillon, et le chien vint se coller à elle. Pas de saut, pas d'impatience. Juste une présence paisible. Ils sont si calmes avec toi. La confiance, ça se construit. Ces chiens ont été dressés à ne faire qu'une seule chose toute leur vie. Aujourd'hui, il faut leur apprendre que le monde a d'autres possibilités. Ces mots me frappèrent de biais. D'autres possibilités. Depuis quand avais-je cessé de croire qu'il en existait encore pour moi? Nous avons continué à travers le refuge pendant qu'elle m'expliquait ses méthodes de socialisation, les étapes de l'adoption, les besoins particuliers de chaque chien. Elle parlait d'eux comme de véritables personnes, chacun avec une histoire, un caractère, des blessures visibles ou invisibles. Quand nous sommes arrivés dans une pièce plus calme, aménagée en bureau sommaire, je me rendis compte que cela faisait 2 heures que j'étais là sans avoir une seule fois regardé leurs poings. C'est ici que j'imaginais installer la bibliothèque, dit-elle en désignant un coin meublé de 2 vieux fauteuils et d'étagères encore vides. Un endroit paisible où les familles peuvent s'installer et lire pendant que les chiens s'habituent à leur présence. J'y passai la main sur le bois brut des étagères. Tu crois vraiment que la poésie fonctionne avec eux? Elle sourit. Regarde par toi-même. Elle sortit un mince recueil de poésie d'un tiroir. Le livre était usé, la couverture cornée à force d'usage. Ça te dérange si je fais une petite démonstration? Nous sommes retournés vers l'enclos de Shadow. Le chien tournait en rond, visiblement agité à l'approche du soir. Gwendaline s'assit sur une chaise basse près du grillage, ouvrit le livre et commença à lire d'une voix posée et rythmée. Les bois sont charmants, obscurs et profonds. Dès les premières lignes, Shadow s'immobilisa, attiré par la cadence de sa voix. Il s'approcha lentement et se coucha, tête posée sur les pattes, regard fixé sur elle. Mais j'ai des promesses à tenir et des kilomètres à parcourir avant de dormir. Frost? Demandai-je à voix basse. Un de leurs préférés, répondit-elle doucement. Il y a quelque chose dans le rythme. Ça les apaise. J'y restais là, debout, à regarder cette femme blonde lire des poèmes à un lévrier retraité, et je ressentis une chose que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps.
Une sensation de justesse, comme si un morceau du puzzle de ma vie venait soudain de s'emboîter. Tu veux essayer ? Me demanda-t-elle en me tendant le livre. Mes doigts tremblaient légèrement quand je le pris. J'avais déjà lu devant des salles pleines, dans des festivals ou à l'université. Mais là, c'était différent. Plus intime. Plus réel. J'y pris une inspiration, et repris là où elle s'était arrêtée. Shadow releva les oreilles à l'écoute de ma voix, différente, mais resta calme. Attentif. Quand je refermai le livre, Gwendaline me regardait avec une expression indéchiffrable. Tu as une voix magnifique pour lire, dit-elle doucement. Merci. Nous restâmes là, en silence, le crépuscule enveloppant peu à peu la grange. Le calme s'installait, apaisant. Maria, je peux te poser une question ? Bien sûr. Quel genre de poésie tu écris ? La question que j'avais fui toute la journée. Mais dans cet endroit où les choses cabossées apprenaient à refaire confiance, la vérité semblait plus facile à dire. Du genre qui ne se vend pas très bien, répondis-je. Des choses personnelles. Sur l'isolement, la perte, ce genre de choses. Est-ce que tu me laisserais en lire un jour ? Je la regardai. Cette femme qui sauvait des animaux meurtris, qui leur lisait des poèmes pour les rassurer, qui avait transformé une dispute d'enchères en début d'amitié en moins de 12 heures. Peut-être, dis-je. Et pour la première fois depuis longtemps, je le pensais vraiment. Et la semaine suivante, je suis revenue au refuge. Et celle d'après aussi. Ce n'était jamais prévu. Je me disais que je passais juste pour notre accord sur le livre, mais au fond, j'étais attirée par la tranquillité singulière de l'univers de Gwendaline. Elle ne me posait jamais de questions sur mon travail, ne me poussait à rien. Elle me tendait simplement un café chaud et me laissait l'observer pendant qu'elle s'occupait des chiens. Il y avait quelque chose de presque méditatif dans sa manière de se déplacer parmi les box, calme et attentive. Jeudi après-midi, elle travaillait avec une nouvelle arrivée. Une femelle au pelage fauve qui tournait en rond dans son enclos depuis plusieurs jours. Elle vient d'un cynodrome dans la Creuse, expliqua Gwendaline en s'asseyant à même le sol devant le box. Elle a été mise à la retraite plus tôt que prévu, à cause d'une blessure. L'adaptation est difficile. Le chien, que Gwendaline avait baptisé Rusty, était recroquevillé au fond de sa cage, ses yeux fatigués fixés sur nous avec une prudence lasse. Comment tu t'y prends ? Du temps. De la patience. Et parfois, de la poésie. Elle ouvrit notre livre et commença à lire un poème d'Emily Dickinson. Sa voix, douce mais assurée, flotta dans l'air tranquille de la grange. L'espoir est une chose emplumée, qui se perche dans l'âme. Rusty redressa les oreilles, intrigué. Son corps tendu se détendit peu à peu. Et qui chante un air sans parole et sans jamais s'arrêter. Elle écoute, murmurai-je. Ils écoutent toujours. La poésie a un rythme, comme un battement de cœur. C'est rassurant. Et la manière dont elle prononça ces mots me fit tourner la tête vers elle. Ce n'était pas juste pour les chiens. Elle construisait un havre. Un endroit sûr dans un monde qui, trop souvent, ne l'était pas. Gwendaline, je peux te demander quelque chose ? Vas-y. Pourquoi les lévriers, précisément ? Elle resta silencieuse un moment, continuant à lire pour Rusty. Ils sont mal compris. Les gens pensent qu'ils ont besoin de courir toute la journée parce qu'ils ont été dressés pour ça. Mais en vérité, ce sont de vrais pantouflards. Ils veulent juste être aimés. Ça me rappelle quelqu'un, murmurai-je sans réfléchir. Gwendaline tourna vers moi un regard rieur. Ah bon ? Vraiment ? Avant que je puisse répondre, un coup de tonnerre éclata avec fracas. Le ciel menaçait depuis le début de l'après-midi, mais cette fois, l'orage s'annonçait sérieux. La pluie se mit à marteler le toit de la grange avec une violence soudaine. Mince, lâcha-t-elle en se relevant d'un bond. Je dois rentrer les chiens qui sont encore dans les enclos extérieurs. Elle se précipita dehors, ouvrant les portillons et guidant les chiens de leur espace extérieur vers les box couverts. Je la suivis du mieux que je pouvais, même si je n'avais pas la moindre idée de ce que je faisais. La pluie tombait maintenant en trombe, poussée par un vent brutal. Un jeune mâle, tétanisé par le tonnerre, refusait de bouger. Allez, Bolt, viens. L'appela doucement Gwendaline. Mais il restait figé, paralysé par la peur. Sans réfléchir, je m'engageai dans l'enclos détrempé. Mes vêtements furent trempés instantanément. Je m'agenouillai dans la boue, les yeux dans ceux du chien, grand et terrifié. Tout va bien, murmurai-je. C'est juste un peu de pluie. Alors, je commençai à réciter, de mémoire, un texte à moi. Un poème que je n'avais jamais partagé avec personne. Dans l'espace entre le tonnerre et le silence, c'est là que nous découvrons qui nous sommes vraiment. Les oreilles du chien frémirent.
Il fit un pas hésitant vers moi. Non dans la clarté des instants évidents, mais dans l'ombre où l'on doit choisir le courage. Et elle s'approcha, suffisamment pour que je puisse lui attacher la laisse et le guider à l'abri. Mon Dieu, souffla Gwendaline en me rejoignant, ruisselante. C'était ton poème, pas vrai? Je hochai la tête, soudain prise de pudeur. Il n'est pas terrible. Tu plaisantes? Il est magnifique. Elle était tout près à présent, si proche que je voyais les gouttes de pluie sur ses cils. Ses cheveux s'étaient défaits, encadrant son visage d'une beauté sauvage. Elle avait l'air vivante, intense, vibrante. Maria? Oui, je pense à toi. Plus que je ne devrais, probablement. Et la grange était chaude, calme. Les chiens s'étaient installés, le tumulte de l'orage ne faisant qu'accentuer l'intimité de l'instant. Le monde semblait s'être rétréci jusqu'à ne contenir que ce moment, et elle. Moi aussi, je pense à toi, avouai-je. Elle s'approcha encore, son parfum se mêlant à l'odeur de pluie et de foin. Sa main se leva, effleura ma joue, balaya une goutte de pluie. Est-ce que c'est d'accord? Je ne répondis pas. Je me penchai vers elle, contre sa paume. Elle était chaude, tangible, réelle d'une façon qui faisait tout le reste disparaître. Quand ses lèvres rencontrèrent les miennes, ce fut doux d'abord, hésitant. Puis, je répondis, me laissant aller, et le baiser s'approfondit. Ses bras m'entourèrent, et je réalisai que je m'accrochais à elle comme à l'unique chose stable dans un monde mouvant. Nous nous séparâmes à bout de souffle. J'essayai de parler. Je n'ai pas, enfin. Cela faisait longtemps que je n'avais rien ressenti de tout ça. Tant mieux, dit-elle, ses mains encore sur mon visage. Parce que moi, je ne compte pas partir. Le tonnerre gronda à nouveau. Rusty gémit doucement depuis son box. Sans lâcher ma main, Gwendaline m'y entraîna. Tu veux lire avec moi? Je serrai ses doigts et hochai la tête. Nous nous installâmes ensemble près de la chienne, son épaule chaude contre la mienne. Et je compris alors que je n'avais pas seulement trouvé quelqu'un avec qui partager un livre, mais quelqu'un avec qui partager bien plus. Le lendemain matin, je me réveillai dans mon propre lit, différente. Quelque chose s'était déplacé en moi. Comme si le baiser avec Gwendaline avait fait tomber la poussière accumulée par des années de silence. J'y préparais mon café avec une lenteur nouvelle, goûtant réellement les arômes, au lieu de simplement le boire comme carburant. Mon téléphone vibra. Un message d'elle. Bonjour. J'espère que tu as bien dormi. Merci pour hier. J'y fixé l'écran pendant 10 minutes avant de répondre. Merci à toi. C'était peu, mais je ne savais plus très bien comment marcher dans ce genre de lien. À 46 ans, j'étais experte en solitude. Pas en partage. Les semaines suivantes, nous avons trouvé un rythme. Je passais l'après-midi au refuge. Parfois, j'apportais un dîner. Elle lisait aux chiens, je l'écoutais. Parfois, elle me tendait le livre. C'était devenu plus qu'une routine. Elle restait dîner à la maison. Nous parlions jusqu'à tard, souvent jusqu'à ce que le vin soit tiède dans les verres et que les silences deviennent complices. Un soir, je lui confiai, à mi-voix, ce n'était pas un vrai choix, cette vie isolée. Après ma dernière relation, il y a 7 ans, j'ai arrêté d'essayer. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle voulait autre chose. Plus de sorties, plus de normalité. Je publiais déjà. J'avais mes habitudes. Ce qu'elle voulait, je ne pouvais pas lui donner. Gwendaline acquiesça doucement. Et depuis, tu es restée seule? Par choix, oui. Elle attrapa ma main à travers la table. Et maintenant? Maintenant, c'est différent. Ce soir-là, elle resta plus tard que d'habitude. Nous étions passés au salon, assises chacune à un bout du canapé, verre en main, quand elle posa la question que je redoutais. Est-ce que je pourrais rencontrer certains de tes amis? Je n'ai pas vraiment d'amis. Tout le monde a des amis, Maria. Pas moi. J'ai mon éditrice, Sarah. Mais c'est professionnel. Ma voisine, Madame Chen, on se salue. C'est tout. Elle resta silencieuse un moment. C'est assez seul, non? Ça l'était. Avant. Elle se rapprocha. Je sentis la chaleur de son corps à côté du mien. J'aimerais que tu rencontres certaines des personnes qui comptent pour moi. Si tu te sens prête. L'idée me terrifiait. Mais il y avait tant d'espoir dans ses yeux que je ne pouvais pas dire non. D'accord. 2 jours plus tard, je me retrouvai dans un bar sportif du centre-ville, les mains moites, assise à une table près du mur. L'endroit était bruyant, plein à craquer, exactement le genre d'ambiance que j'évitais à tout prix. Elle entra dans le bar accompagnée d'un homme grand, barbu, et d'une femme aux cheveux courts et foncés. Même de l'autre côté de la salle, je vis Gwendaline me chercher du regard.
Son visage s'illumina dès qu'elle m'aperçut dans la banquette du fond. Maria, voici Jake, mon associé au centre, dit-elle en s'asseyant tout contre moi. Et voici Rebecca, ma plus vieille amie. Jake me serra la main avec franchise. Gwendaline nous a beaucoup parlé de toi. C'est toi, la poétesse, non? J'écris, oui. Rebecca me scrutait d'un regard acéré, presque clinique. Quel genre de poésie? Contemporaine. Pas très commerciale. Rebecca est protectrice, sourit Gwendaline. Elle pense que tout le monde va me briser le cœur. Quelqu'un doit bien veiller sur toi, répondit Rebecca. Mais elle souriait, à présent. Plus d'ironie que de méfiance. Jake commanda une tournée, et se lança dans des anecdotes sur les débuts du refuge. L'ambiance était détendue, mais je sentais toujours le regard de Rebecca sur moi, comme si elle cherchait à me jauger en silence. Plus tard, alors que Jake et Gwendaline étaient partis chercher une autre tournée, Rebecca se pencha vers moi. Elle t'aime vraiment, tu sais. Moi aussi, je l'aime. Bien. Parce qu'elle a eu quelques années difficiles. Sa dernière relation a été un désastre. Après, elle s'est complètement immergée dans le centre. Je ne l'avais pas vue aussi épanouie depuis longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette relation? Une femme, Carla. Autoritaire, exigeante. Elle a fait croire à Gwen qu'elle devait choisir entre elle et les chiens. Rebecca serra les mâchoires. Ne la force jamais à choisir, Maria. Sois simplement bonne avec elle. Quand Gwendaline revint avec les verres, elle s'assit tout contre moi, sa cuisse frôlant la mienne sous la table. Ce contact simple fit monter la chaleur en moi comme un feu lampoint. Tu t'amuses? Demanda-t-elle à mi-voix. Bien plus que je ne l'aurais cru. Plus tard, chez moi, alors que nous lavions les verres à deux dans la cuisine, elle aborda la soirée. Tu sais, Rebecca t'a bien aimé. Elle ne s'ouvre pas facilement. Elle voulait juste me protéger. Je comprends ça. Gwendaline se tourna vers moi, un torchon dans les mains. Est-ce que je dois me protéger de toi? Non, dis-je en la regardant droit dans les yeux. Mais je ne suis pas facile non plus. Je traîne pas mal de valises. On en a tous. Elle s'approcha, et l'odeur de son shampoing, floral, léger, me submergea. Mon cœur battait fort, mais cette fois, je ne reculai pas lorsqu'elle me toucha. Ses lèvres trouvèrent les miennes. Ce baiser n'avait rien à voir avec celui de la grange. Il était plus sûr, plus profond. Ses mains s'accrochèrent à mes cheveux pendant que je la pressais contre le plan de travail, le souffle court. Maria, souffla-t-elle contre ma bouche. J'y répondis par un baiser dans son cou, goûtant le sel et la douceur de sa peau. Ses doigts trouvèrent le bas de mon haut. Elle me regarda, une question dans les yeux. Je hochai la tête. Nous rejoignîmes ma chambre sans un mot, nos mains se cherchant, nos vêtements disparaissant un à un. Sous la lumière tamisée, je traçai les courbes de son corps comme on découvre un poème à voix basse. Lorsqu'elle se cambra sous mes caresses, murmurant mon prénom, quelque chose en moi céda. 7 ans d'isolement, balayé. Après, elle s'endormit contre moi, paisible, la tête nichée sous mon menton. Je restai éveillé, fixant le plafond. À quoi tu penses? Murmura-t-elle sans ouvrir les yeux. À quel point ma maison était silencieuse avant toi. Elle se redressa, légèrement. Et maintenant? Maintenant, elle est vivante. 2 mois après le début de ce que c'était entre nous, je sortais de chez moi plus souvent qu'au cours des 5 dernières années. Pas seulement pour aller au refuge, mais pour faire des courses, vivre un peu. C'était étrange et merveilleux. Un mardi, alors que je faisais mes courses dans un petit supermarché de quartier, mon téléphone vibra. Son nom s'afficha. Mon cœur s'allégea d'un coup. Salut, beauté. Il faut que tu me rejoignes tout de suite au dîner Saint-Michel. Rebecca est avec moi. Quelque chose dans sa voix me serra l'estomac. Qu'est-ce qu'il se passe? Viens, s'il te plaît. J'ai abandonné mon panier et filé à travers la ville, l'angoisse au ventre. Un accident? Un chien malade? Des ennuis financiers? Je l'ai trouvé au fond du restaurant. Rebecca faisait les 100 pas à côté de la banquette. Gwendaline avait la tête dans les mains. Qu'est-ce qui s'est passé? Demandai-je en m'asseyant, saisissant sa main immédiatement. Dis-lui, dit Rebecca en s'asseyant face à nous. Gwendaline releva la tête. Elle avait pleuré. Mon cœur se serra. Je crois que j'ai fait une grosse connerie. Commence par le début. Tu te souviens de l'opportunité d'élevage dont Rebecca m'avait parlé? Celle avec les retours garantis? Je blêmis. Tu veux dire l'investissement? Ce n'était pas un investissement, Maria. C'était une arnaque. Une vraie pyramide.
Et j'y suis jusqu'au cou. Rebecca croisa les bras, son visage fermé. Elle a mis 15 000 € dedans. Ses économies professionnelles. Comment ça a pu arriver? Demandai-je en essayant de garder une voix posée. Tout avait l'air sérieux, répondit Gwendaline. Des contrats, des partenaires soi-disant reconnus, des éleveurs qui disaient avoir doublé leurs revenus. Quels partenaires? Des propriétaires de chenils, des experts du secteur. Avec des témoignages, des brochures, tout. Elle rit, amère. Tous faux, évidemment. Je me tournai vers Rebecca. Tu en es sûre? J'ai essayé de joindre 3 des références aujourd'hui. 2 numéros étaient déconnectés. Le 3e était une pizzeria à Toulouse. Je sentis ma mâchoire se crisper. Et après ça? J'ai essayé de retirer mon argent hier. Ils m'ont parlé de pénalités, de rupture de contrat. Ils menacent d'alerter la direction départementale de la protection des animaux, sous prétexte que j'ai violé un engagement commercial. Ils peuvent faire ça? Je ne sais pas. Mais même une rumeur d'enquête pourrait ruiner ma réputation. Plus personne n'adoptera chez MOI. Je regardais Gwendaline. Elle était en train de se noyer dans une mer de dettes et de honte. J'avais vu à quel point elle s'était battue pour ce refuge, chaque brique posée à la force de sa volonté. L'idée qu'elle puisse tout perdre me donna envie de frapper quelque chose. Comment elle s'appelle? Consortium d'élevage Premium Sud-Ouest. Leur siège est à Toulouse, mais ils recrutent partout dans le Sud-Ouest. Ils ciblent spécifiquement les gens du monde animalier. Et ils n'ont pas seulement mon argent, Maria. Ils veulent que je recrute d'autres gérants de chenils. C'est comme ça que je récupère mon investissement, avec bénéfice, en attirant d'autres dans le système. Rebecca se pencha vers nous, les sourcils froncés. C'est un schéma pyramidal classique. Du manuel. Je le sais maintenant, répliqua Gwendaline, la voix dure. Mais quand Rebecca m'en a parlé au départ, ça semblait crédible. Partenariat d'élevage sélectif, territoires exclusifs. Je suis désolée, dit Rebecca plus doucement. J'aurais dû creuser davantage. Ils m'ont abordé à une expo canine. Ils disaient avoir entendu parler du succès du refuge de Gwen. Ce n'est pas ta faute, répondit Gwendaline. Mais sa voix sonnait creux. J.E. serrait sa main. Qu'est-ce qu'il menace exactement? Si je ne ramène pas 2 nouveaux investisseurs d'ici vendredi, il porte plainte auprès de la DETSP. Rupture de contrat, conduite non professionnelle, escroquerie, tout le package. Et si tu les ramènes? Alors je participe à leur arnaque. Et j'entraîne d'autres personnes dans la chute avec moi. Un silence lourd s'abattit sur notre table. L'impasse était glaçante. Il doit bien y avoir une autre solution, dis-je enfin. Comme quoi? Je la regardais. Cette femme forte qui avait sauvé des dizaines d'animaux, qui m'avait appris à baisser la garde. Elle semblait abattue, vidée. Ça me brisait le cœur. On se bat. Maria, ce sont des pros. Ils ont des avocats, des contrats, des dossiers complets. Moi aussi. Elle releva la tête, surprise. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai des ressources. Des contacts. Mon éditrice connaît des juristes. Et j'ai mis de l'argent de côté. Pas une fortune, mais de quoi agir. Je ne peux pas te demander ça. Tu ne me demandes rien. Je propose. Rebecca nous observait avec attention. Tu penses à quoi, exactement, Maria? Je n'étais pas encore certaine. Mais une chose était claire. Je ne pouvais pas rester là, à regarder Gwendaline perdre tout ce qu'elle avait construit. Pas maintenant que j'avais trouvé quelque chose, quelqu'un, qui valait la peine de se battre. Je pense qu'on doit savoir exactement à quoi on a affaire avant de décider de la suite. Tu as dit qu'ils voulaient une réponse d'ici vendredi? Oui. Soit je leur amène 2 nouveaux noms, soit ils lancent leur plainte. Alors on a 5 jours pour les battre à leur propre JEU. Je vis quelque chose changer dans son regard. Un soupçon d'espoir. Ou peut-être une étincelle de volonté. Tu ferais vraiment ça? Tu prendrais le risque de salir ta réputation pour cette histoire? Je repensais à ma vie d'avant, ma maison vide, mes journées calmes, ma solitude choisie. Et puis je la regardais, elle, celle qui avait bouleversé mon silence. Gwendaline, pour toi, je risquerais bien plus que ma réputation. Ce soir-là, depuis mon bureau à la maison, j'appelais Sarah, mon éditrice. Gwendaline, assise sur mon canapé, cherchait frénétiquement des informations sur les lois antipyramidales, son ordinateur portable sur les genoux. Maria? Il est presque minuit. Qu'est-ce qu'il se passe? J'ai besoin d'un bon avocat. Droit commercial. Escroquerie.
Peut-être protection des consommateurs. Tu es en danger? Pas moi. Mais quelqu'un que j'aime. Elle se tue un instant. Tu parles de combien? 15 000 euros. Et un agrément professionnel en jeu? Bordel. Ok. Laisse-moi faire quelques appels. Je t'envoie des noms au matin. Quand je raccrochais, Gwendaline leva les yeux. Tu as trouvé quelque chose? Peut-être. Et toi? Les lois françaises sont strictes sur ce genre de pratique. Mais entre la loi et l'action réelle, il y a un monde. Je vint m'asseoir près d'elle. Même anxieuse, les cheveux tirés et les épaules tendues, elle était belle. On trouvera une issue, dis-je. Et si on n'y arrive pas? Et si je perds tout? Je me tournai complètement vers elle. Alors on reconstruira ensemble. Elle me fixa longuement. Tu le penses vraiment? Je n'ai jamais été aussi sincère. Elle se pencha et m'embrassa. C'était doux, chargé de gratitude et de promesses. Quand elle se recula, il n'y avait plus de peur dans ses yeux, mais une détermination calme. Très bien. Quel est le plan? Le lendemain matin, nous rencontrions maître David Chen, l'avocat recommandé par Sarah. Je le connaissais vaguement, il était le neveu de ma voisine, Madame Chen, mais ce jour-là, il était tout à fait jeune, précis, il s'était fait un nom dans les affaires d'arnaque aux consommateurs et montage frauduleux. Consortium d'élevage Premium Sud-Ouest, dit-il en parcourant les documents que nous lui avions remis. Je connais. Ils sont déjà sous enquête dans 3 autres régions. Et ça peut nous aider? Demandai-je. Peut-être. Mais le vrai enjeu, c'est de savoir s'ils accepteront de libérer Madame Briand de son contrat. Volontairement. Comment? Demanda Gwendaline. David sourit, finement. En rendant leur obstination plus coûteuse que votre libération. C'est-à-dire? On rassemble les preuves de leur fraude. On documente tout. Ensuite, on leur présente un choix. Vous libérer proprement ou faire face à une plainte pénale pouvant exposer toute leur opération. C'est légal, ça? Demandai-je. Parfaitement. Ça s'appelle du levier de négociation. Elle nous détailla les étapes. Enregistrer les échanges téléphoniques, retrouver d'autres victimes, compiler les promesses mensongères. Créer un dossier solide pour prouver leur intention frauduleuse. Le risque, dit-il, c'est qu'ils refusent de plier. Et là, ça peut devenir très, très coûteux. Combien? Demanda Gwendaline. Rien que les honoraires, on dépasse vite les 20 000 euros. Je la vis blêmir. Je n'ai pas cette somme. Moi si, dis-je calmement. Elle tourna la tête vers moi, choquée. Maria, je ne peux pas, tu ne peux pas demander. Mais moi je décide. David nous regarda tour à tour. Vous êtes certaine, mademoiselle Thomasson? Ce n'est pas votre combat. Si. Maintenant, il l'est. Cet après-midi-là, nous avons commencé l'opération. La première étape du plan consistait à ce que Gwendaline appelle le consortium d'élevage Premium Sud-Ouest pour exprimer ses doutes, tout en enregistrant la conversation. Nous avions installé tout le matériel dans ma cuisine, téléphone sur haut-parleur, application d'enregistrement activée sur la tablette de Maître Chen. Consortium élevage Premium Sud-Ouest, bonjour, Brad à l'appareil. Bonjour Brad, ici Gwendaline Briand. J'ai un contrat avec vous, et je commence à avoir quelques inquiétudes concernant mon investissement. Mademoiselle Briand, bonjour. Quel type d'inquiétude? Eh bien, j'ai essayé de joindre certaines des références que vous m'avez fournies, et je n'arrive pas à les contacter. Un silence, puis, quelles références, exactement? Élevage Henderson, à Bordeaux. Le numéro que vous m'avez donné est hors service. Ah, ils ont peut-être changé récemment. Je peux vous envoyer leurs nouvelles coordonnées. Et élevage sélectif de Toulouse? J'ai appelé hier, c'était une pizzeria. Pause. Plus longue. Mademoiselle Briand, je crois qu'il y a confusion. Est-ce que vous commencez à douter de votre engagement envers notre programme? Je cherche seulement à vérifier les informations que vous m'avez fournies. Parce que si vous cherchez à résilier votre contrat, les pénalités sont importantes. Voir la clause 12 de votre convention. Le ton de Brad avait changé. De cordial, il était passé à sec, menaçant. Je vis les mains de Gwendaline trembler légèrement. Je comprends. Mais je veux simplement clarifier certaines choses. Soyons clairs, mademoiselle Briand. Vous avez signé un engagement contraignant. Si vous tentez de vous retirer sans remplir vos obligations de parrainage, nous utiliserons tous les recours légaux à notre disposition, y compris signaler votre manquement à la direction départementale de la protection animale. Vous me menacez?
Je vous informe des conséquences juridiques. Puis il raccrocha. Nous restâmes silencieux un moment. Quand nous avons repassé l'enregistrement à Maître Chen, il hocha la tête, concentré. Menaces, pression, refus de fournir des références vérifiables. C'est déjà un bon début. Mais est-ce que ça suffit? Demanda Gwendaline. Il nous faut plus. Notamment la preuve que d'autres personnes ont subi la même chose. Ce soir-là, Rebecca est passée avec une liste de 3 éleveurs ayant été approchés par le consortium. 2 avaient investi. L'un avait refusé. Sarah Martinez a perdu 8 000 €, dit Rebecca. Mike Petit en a perdu 12. Ils ont trop peur de porter plainte, à cause des menaces sur leurs agréments. Est-ce qu'ils accepteraient de nous parler? Demandai-je. Sarah, oui. Mike est plus méfiant. Les 2 jours suivants furent consacrés à constituer un dossier. Sarah Martinez descendit de Limoges pour nous raconter une histoire presque identique à celle de Gwendaline. Fausses références, discours commerciaux agressifs, menaces juridiques. Ce qui m'a vraiment frappé, dit-elle, c'est quand ils ont menacé de dire à la préfecture que j'exploitais un élevage illégal. J'ai ma licence depuis 15 ans, jamais eu une seule plainte. Le jeudi soir, nous avions des enregistrements, des copies de contrats et des témoignages solides. Maître Chen passa tout en revue et hocha la tête. C'est du concret. Représentation mensongère, intimidation, menaces professionnelles. S'ils refusent de coopérer, on peut porter plainte pour fraude à la consommation, et ça va très loin. Et maintenant? Demanda Gwendaline. Demain matin, je contacte leurs avocats. Je leur présente notre dossier et une offre très simple: libérer les 3 femmes de leur contrat avec remboursement intégral. Ou faire face à une plainte conjointe et à l'exposition médiatique de leurs pratiques. Et s'ils refusent? Il eut un sourire en coin. Alors on les pulvérise. Mais franchement, je pense qu'ils vont céder. Ces réseaux ne veulent pas de tribunal. Ils vivent dans l'ombre. Ce soir-là, assise dans mon salon, le poids de la semaine nous rattrapait. Je n'arrive pas à croire tout ce que tu as fait, murmura Gwendaline, blottie contre moi. Tu aurais fait la même chose pour moi. Vraiment? Je ne sais même plus de quoi je suis capable. J'y ai déposé un baiser sur ses cheveux. Tu es capable de bien plus que tu ne le crois. Et si ça ne marche pas? Alors on trouvera une autre voie. Elle releva les yeux vers moi, grave. Quelle que soit l'issue. Je veux que tu saches quelque chose. Quoi? Je t'aime. Quelque chose se déverrouilla en moi. Une porte qu'un chagrin ancien avait scellée. Moi aussi, je t'aime. Le lendemain, à 9 heures précises, David nous appela. Son ton était tendu. Ils veulent nous rencontrer. Aujourd'hui. 14 heures. C'est bon ou mauvais signe? Demandai-je en mettant le haut-parleur pour que Gwendaline entende. Probablement bon. S'ils voulaient se battre, ils enverraient une lettre d'avocat. Pas une invitation. Nous arrivâmes au cabinet 1 heure à l'avance. Gwendaline portait son plus beau blazer, celui qu'elle réservait aux événements d'adoption. Ses mains tremblaient légèrement. Laissez-moi parler, dit David. Ils vont essayer de vous intimider. Ne réagissez pas, et s'ils sortent de nouvelles menaces? On note tout. On adapte la stratégie. Les représentants du consortium arrivèrent à l'heure. 2 hommes en costume sombre, attachés en cuir, l'allure plus corporate que jamais. Le plus âgé se présenta. Richard Walsh, président du consortium. Mademoiselle Briand, enchantée. Elle lui serra la main, un sourire presque chaleureux. J'ai cru comprendre qu'il y avait une confusion concernant notre partenariat. Une confusion? Intervint David, coupant net. Soyons clairs sur ce que nous allons discuter. L'avocat du consortium, Marcus Reed, ouvrit son porte-documents et en sortit un lourd dossier. Nous avons examiné vos arguments, maître. Ce que nous voyons ici, c'est une cliente ayant pris un engagement contractuel légal et qui tente maintenant de s'y soustraire. Ce que vous avez, répliqua David calmement, c'est une preuve documentée de fraude à la consommation, de fausses références, de tactiques d'intimidation et de tromperie systématique envers des petites entreprises. Walsh se pencha vers Gwendaline. Madame Briand, vous avez signé ce contrat de bonne foi. Nous vous avons fourni tous les éléments nécessaires à une décision éclairée. Vous avez fourni de faux numéros, répondit-elle sèchement, ignorant le regard d'avertissement que David lui lançait. J'ai appelé 3 de vos références. L'un était hors service, l'autre une pizzeria à Toulouse, et le 3e, un numéro jamais attribué. Les numéros professionnels changent parfois, répondit Reed avec un sourire glacial. Tous les 3, en même temps? Je n'en pouvais plus de me taire.
Et les menaces sur son agrément professionnel, vous appelez ça comment? Walsh me fixa pour la première fois. Excusez-moi, vous êtes? Quelqu'un qui tient beaucoup à ce que justice soit faite. Mademoiselle Thomasson est ici en soutien de ma cliente, reprit David. Messieurs, parlons plutôt de notre proposition. Et elle fit glisser un dossier vers eux. Remboursement intégral des montants versés par Mesdames Briand et Martinez, ainsi que Monsieur Petit. Résiliation immédiate des contrats, interdiction de tout nouveau contact avec eux. Reed jeta à peine un œil au dossier. Hors de question. Ce sont des accords juridiquement contraignants. David se leva. Dans ce cas, rendez-vous au tribunal. Attendez, dit Walsh en levant la main. Pas de précipitation. J.E. Lévy échangeait un regard. Walsh semblait vouloir calmer les choses. Reed, lui, voulait en découdre. Qu'est-ce que vous comptez faire si nous refusons? Demanda Reed. Une plainte conjointe pour fraude à la consommation devant le tribunal administratif. 3 plaignants, un dossier complet, et tous les médias locaux recevront le dossier dans la foulée. Tout ça pour 3 petites entreprises? Lança Walsh. Vous jouez gros. C'est là que j'ai pris une décision que je ne m'attendais pas moi-même à prendre. Je financerai personnellement la procédure. Tout. Peu importe le prix. Un silence tomba dans la pièce. Même Gwendaline me regarda, sidérée. Et vous êtes? Reprit Walsh. Quelqu'un qui a les moyens de rendre ça très coûteux pour vous. Reed se pencha vers lui et lui souffla quelque chose à l'oreille. Je saisis les mots « exposition médiatique » et « autres enquêtes ». Walsh s'affaissa légèrement dans son siège. Quel est le délai de votre offre? Jusqu'à 17h aujourd'hui, répondit David. Après, nous lançons la procédure. Nous devons en discuter avec notre conseil. Vous avez 6 heures. Après leur départ, Gwendaline se tourna vers moi. Maria, tu ne peux pas payer une action en justice fédérale. Ça peut coûter des centaines de milliers d'euros. Si c'est ce qu'il faut. Mais pourquoi? C'est mon erreur. Mon problème. David referma sa sacoche d'un air faussement détaché, mais je sentais qu'il écoutait. Parce que je t'aime, répondis-je simplement. Et parce que certaines choses valent la peine qu'on se batte pour elles. Le coup de téléphone arriva à 16h30. David décrocha au premier signal. Ils acceptent, dit-il en raccrochant. Remboursement complet pour les 3. Et ils prennent en charge nos frais d'avocat. Les chèques seront émis lundi matin. Gwendaline s'effondra dans un fauteuil, vidé. C'est fini. C'est enfin fini. Je me mis à genoux devant elle, lui prenant les mains. Tu l'as fait. Tu les as battus. On les a battus, rectifia-t-elle en regardant David. Tous ensemble. Ce soir-là, nous sommes allés au refuge retrouver Rebecca et Jake pour célébrer. La nouvelle s'était déjà répandue. Des textos de félicitations arrivaient de partout. Éleveurs, bénévoles, familles d'adoption. 3 autres personnes m'ont parlé du consortium, dit Jake. Le bouche à oreille fait son effet. Ils ne sont plus aussi intouchables. Tant mieux, ajouta Rebecca. Peut-être que ça évitera à d'autres de tomber dans le piège. Quand ils rentrèrent chez eux, Gwendaline et moi restâmes seuls dans la grange, entourés du souffle apaisé des chiens endormis. Elle s'adossa au box de Shadow. Je repense à ce que tu as dit, aujourd'hui. Que certaines choses valent qu'on se batte pour elles. Et est-ce que, nous, ça en fait partie? Je m'approchai, assez près pour voir les éclats dorés dans ses yeux bruns. Tout ce qui nous concerne en vaut la peine. Elle m'embrassa alors. Un baiser tendre, sûr. Je sentis le goût du soulagement, de la gratitude et de l'avenir. Je t'aime, Maria Thomasson. Moi aussi, je t'aime. Debout dans cette grange où nous nous étions embrassés pour la première fois, entourés d'animaux rescapés qui avaient appris à faire confiance de nouveau, je compris que parfois, les plus belles choses naissent des plus grands risques. Et qu'en osant se battre pour ce qui compte, on découvre qu'on est plus fort qu'on ne le pensait. Le lundi matin, la réalité reprit ses droits. Le chèque du consortium était bien arrivé, comme promis. Mais la réputation de Gwendaline avait pris un coup. 3 adoptions prévues avaient été annulées. Les gens sont nerveux, me dit-elle en sirotant son café dans ma cuisine. Ils pensent que si j'ai été mêlée à une affaire louche, je ne suis peut-être pas digne de confiance. Laisse faire le temps. La vérité finit toujours par se poser. Et si elle ne se pose pas? Si je perds tout quand même? Je pris sa main. Alors on construira un plan B. Ensemble. Je suis là, Gwendaline. Elle serra mes doigts. Même si je perds tout et que je dois tout recommencer. Surtout dans ce cas. Cet après-midi-là, j'ai pris une décision qui nous a surprises, elle et moi. Je suis allée au refuge.
Jake nettoyait les box, pendant que Gwendaline travaillait avec une nouvelle arrivée, encore craintive. Jake, je peux te parler d'un truc. Bien sûr. Il s'agit du refuge? Oui. Si on voulait vraiment stabiliser les choses. Nouvel équipement, campagne de communication, peut-être même agrandir. Tu dirais qu'il faut combien? Jake s'appuya sur sa pelle, me dévisageant avec sérieux. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que je veux investir. Devenir associée silencieuse. Maria, c'est très généreux, mais je ne suis pas généreuse. Je suis lucide. Ce lieu, ce que Gwendaline fait ici, ça compte. Et moi, je veux en faire partie. Tu lui en as parlé? Pas encore. Je voulais d'abord voir les chiffres avec toi. Nous avons passé plus d'1 heure à examiner les finances du refuge. L'activité tenait debout, mais toujours à flux tendu. Un vrai investissement permettrait d'enclencher une expansion, des installations modernes, un centre d'adoption digne de ce nom, et une communication solide pour restaurer leur image. 50 000 € changeraient tout, dit Jake en refermant le classeur. Mais c'est beaucoup à risquer pour un refuge. Ce n'est pas un risque quand on croit à ce qu'on fait. Ce soir-là, alors que nous préparions le dîner dans ma cuisine, j'abordai l'idée. Tu veux faire quoi? Elle s'arrêta net, le couteau suspendu au-dessus des légumes. Devenir associée silencieuse. T'aider à développer le refuge. Maria, tu ne peux pas balancer de l'argent à chaque problème que j'ai. Ce n'est pas un don. C'est un investissement. Dans un projet en lequel je crois. Et dans une personne en qui je crois. Elle posa lentement le couteau et se retourna pour me faire face. On dirait de la charité. Vraiment? Parce que de là où je suis, on dirait 2 personnes qui construisent quelque chose ensemble. Je ne sais pas comment accepter ce genre de générosité. J'y m'approchai, assez près pour sentir son parfum. Ce n'est pas de la générosité. C'est un partenariat. Je veux faire partie de ton monde, Gwendaline. De tout ton monde. Et ça veut dire quoi, exactement? Que j'en ai assez de vivre à la périphérie de ma propre vie. Assez de regarder les autres faire pendant que je reste sur le banc. Elle me regarda longtemps. Tu es sérieuse? Plus que jamais. Et si ça échoue? On échouera ensemble. 2 semaines plus tard, les papiers étaient signés. L'expansion pouvait commencer. Nouveau box, bloc médical refait à neuf, et enfin, un vrai espace d'adoption, avec un coin bibliothèque poétique dont Gwendaline rêvait depuis des années. J'y passais désormais plus de temps au refuge que chez moi. Pas seulement en visite. J'y participais. J'apprenais à décoder les postures canines, à distribuer les repas, à soutenir Jake dans la gestion quotidienne. Tu deviens doué, me dit Gwendaline un soir, alors que je réussissais à faire sortir un lévrier nerveux de sa caisse de transport. J'ai une bonne prof. Plusieurs, en fait. Les chiens te forment aussi. Elle avait raison. Chaque chien avait sa propre histoire, ses besoins, sa façon unique de réapprendre à faire confiance. C'était comme la poésie, en fait. Chaque poème réclamait sa propre méthode, son propre rythme, sa propre patience. Ce soir-là, de retour chez moi, nous tombâmes dans le lit avec une urgence accumulée toute la journée. Voir Gwendaline à l'œuvre, sentir sa confiance renaître alors que le refuge se redressait, avait fait naître en moi un désir plus profond que le simple attrait physique. J'adore te voir dans ton élément, soufflai-je contre son cou, mes mains explorant les lignes familières de son corps. Lequel? Demanda-t-elle, s'arc-boutant sous mes doigts. Tout. Quand elle se pencha sur moi, ses cheveux tombant autour de mon visage comme un rideau, je me sentis entière comme jamais auparavant. Ce n'était pas juste un corps à corps. C'était de la reconnaissance. 2 âmes qui avaient décidé de bâtir quelque chose. Plus tard, alors qu'elles traçaient des cercles paresseux sur mon épaule, je pris une inspiration. Je veux écrire là-dessus. Sur nous. Sur le refuge. Sur ce qu'on construit. En poésie. Une série sur les secondes chances. Sur l'amour qui arrive quand on ne le cherche plus. Sur la confiance retrouvée. Ça a l'air magnifique. Ça ne te dérange pas d'en faire partie? Elle se redressa sur un coude, me regarda tendrement. Maria, ce serait un honneur. Le lendemain matin, alors que nous déjeunions, mon téléphone sonna. Sarah. Maria, j'ai des nouvelles intéressantes. Quel genre? Les bonnes. On parle de toi. Apparemment, tu es impliquée dans de la défense des consommateurs? Et il paraît que tu écris à nouveau. J'y regardai Gwendaline, qui faisait mine de ne pas écouter tout en tendant l'oreille. C'est vrai, je travaille sur quelque chose. À propos de quoi? L'amour. Le partenariat.
Le fait de se retrouver quand on croyait avoir tout perdu, point. C'est un sacré virage pour toi, point. Beaucoup de choses sont des virages, en ce moment, point. Après avoir accroché, Gwendaline me prit la main, point. Tout est en train de changer, non? Ça te fait peur? Terriblement, dit-elle avec un sourire. Et c'est merveilleux, point. Une bonne peur ou une mauvaise peur? La meilleure. Celle qui prouve qu'on est en vie, point. Cet après-midi-là, j'étais assise dans le coin poésie du nouveau centre d'adoption. Une petite fille lisait maladroitement un poème de Robert Frost à une chienne nouvellement recueillie, Luna. L'animal l'écoutait avec une intensité bouleversante. Gwendaline arriva avec 2 cafés. Un sou pour tes pensées. Je pensais au changement. Comment certaines choses nous brisent, et d'autres nous reconstruisent. Et nous, on est quoi? Je la regardais. Cette femme qui m'avait montré que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la conviction que quelque chose vaut plus que cette peur. On est le genre qui reconstruit. Tant mieux, dit-elle en s'asseyant près de moi. Parce que moi, cette version de nous, je l'aime beaucoup. Beaucoup. Complètement folle de cette version de nous. Regarder des familles créer un lien avec des chiens sauvés, au milieu de poèmes, à côté de la femme qui avait tout changé dans ma vie. Je compris que je n'avais jamais été aussi heureuse de m'être trompée sur ce que ma vie pouvait devenir.